Je suis un homme heureux parce que ces universités ont été denses, ont été riches dans un contexte, extrémisme, est-il écrit, où de la Suède à l'Italie, à l'Arménie, qu'on oublie, ici on ne l'oublie pas, à la guerre en Europe, nous vivons des moments de crise, des moments terribles, une période mouvementée, et si nous avons tenu une réflexion sur extrémisme au pluriel et antisémitisme, et si nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le cas français, n'oublions jamais, et nous n'oublions jamais, que la LICRA, il y a le I de international, et que nous agissons, et que nous réfléchissons, et que nous dénonçons aussi là où les extrémismes et l'antisémisme sévit hors de nos frontières. Nous l'oublions jamais, mais finalement, est-ce que ces crises extérieures ne nous amènent pas, nous, à nous interroger sur nos faiblesses, sur la solidité, sur le caractère pérenne ou en danger des valeurs qui fondent la République, sur l'équilibre qu'il doit toujours y avoir entre une liberté d'expression qui est une richesse première et la dénonciation de tout délit, racisme, antisémitisme. Ne faut-il pas nous interroger sur la responsabilité judiciaire et la responsabilité politique, qui n'est pas la même? Et je le dis ici, fort du débat intéressant que j'ai pu écouter ce matin, on peut tout à fait être scandalisé, outré, dénoncer des propos qui ne devraient pas être tenus sans que ceci, pour autant, constitue un délit. Et Monsieur Pradier, vous avez raison et tort. Tort parce que c'était peut-être pas antisémite, mais raison parce que c'était aussi grave, même si ce n'est pas foncièrement, judiciairement, légalement antisémite. Et elle est là, la responsabilité du politique. L'antisémitisme, est-ce que c'est l'affaire des Juifs? Non. L'antisémitisme, est-ce que c'est l'affaire des religions? Vous savez, lorsque je me suis engagé à la LICRA, il y a eu plusieurs moteurs toujours aussi vivants, ne vous inquiétez pas, mais il y en a eu une grande incompréhension. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait une atteinte, une agression, un meurtre antisémite, il y avait sur le perron du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, la réunion de tous les, je vais les appeler ainsi, chefs de culte. Et je ne comprenais pas, au-delà du fait que l'affaire des Juifs n'intéresse pas que les Juifs, et on y viendra, je ne comprenais pas qu'on en fasse une affaire de religion, alors que c'était avant tout, à mon sens, jeunes militants qui découvraient ou pas encore la LICRA, une affaire politique, une affaire de responsabilité politique. Alors le chemin a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces réunions, je suis prétexte, ces réunions prétextes, mais quand même, ce n'est pas une affaire uniquement de religion, ce n'est pas une affaire uniquement qui intéresse les Juifs, c'est une affaire qui intéresse chaque citoyen. Emmanuel Valls le disait très bien, sans les Juifs de France, la France ne serait pas la France, mais il répondait à ce que disait Bernard Lecache en 1932, premier président de la LICRA, je le dis pour ceux qui... L'humanité ne peut, sans mourir, accepter le principe de l'auto-amputation. Quand un juif est attaqué, c'est toute la République qui souffre. Quand une personne est attaquée sur les bases de ses origines, de sa religion, de sa couleur de la République, de la couleur de peau, c'est toute la République qui souffre. Alors je vais vous dire, mes amis, et c'est l'universalisme, nous sommes tous juifs. Nous sommes tous juifs. Et l'essence même du combat de la LICRA, c'est de refuser cette identité réduite à l'appartenance à laquelle on nous assigne. C'est notre intimité, ça ne regarde personne. Nous sommes avant tout des citoyens, nous sommes avant tout respectueux d'une certaine éthique,
d'une certaine morale, partout où nous nous trouvons, avec des responsabilités qui sont les nôtres. Et lorsqu'un juif est attaqué, lorsqu'un musulman est attaqué, lorsque quelque communauté que ce soit en France est attaquée, chacun de nous est attaqué. Et ça, petit à petit, ça commence à entrer dans les esprits. Le chemin est long, l'antisémitisme durera, on le sait. L'Alikra ne va pas mourir demain, malheureusement. Mais ce chemin qui consiste à comprendre que la vraie issue, c'est le combat universaliste, nous le connaissons, nous le menons avec une exigence très importante. Toujours singulariser le mal. On doit singulariser l'antisémitisme. Non, l'antisémitisme n'est pas une forme de racisme. Et si 75% des sondés le disent, c'est que le travail pédagogique à mener est encore immense. Il faut singulariser l'antisémitisme. D'abord parce que c'est en singularisant et en bien nommant les choses qu'on les combat efficacement. Ensuite, parce que les armes que l'on met à la disposition de ce combat ne sont pas les mêmes. Selon combat le racisme anti-musulman, le racisme contre les Noirs, ou selon combat l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, ce n'est pas, et Delphine Orviller l'explique très bien, notamment, ce n'est pas exactement du racisme. Le racisme, écrit-elle dans un très bon bouquin, vous connaissez tous, méprisant, qui vise des individus considérés comme inférieurs, alors que l'antisémitisme, sa spécificité réside dans l'envie qui poursuit celle qui envahit les antisémites. On est dans un rapport de supérieur à inférieur lorsqu'on évoque le racisme, quel qu'il est, sans hiérarchie on est très clair entre nous. Mais lorsqu'on évoque l'antisémitisme, d'autres ressorts naissent chez l'antisémite, dont celui de l'envie, d'où le complot, l'envie. Les Juifs, c'est la finance, l'envie. Les Juifs, c'est l'argent, l'envie. Les Juifs, c'est les médias. C'est l'envie, le fantasme. Vous comprenez bien que par ces quelques mots, et je suis de façon volontaire assez réducteur pour être explicite, la différence saute aux yeux. Est-ce une hiérarchie des valeurs? Est-ce une hiérarchie des mots? Non. Mais pourquoi, par souci de facilité, de langage, on reviendra sur la parole publique qui doit être impeccable, on reviendra. Pourquoi assimiler le racisme avec l'antisémitisme ou l'antisémitisme avec le racisme? Vous savez, à la LICRA, allez, je le cite chaque année, je vais encore le citer, sinon je vais me faire engueuler, nous avons, je vais en citer d'autres, parce que si je cite que celui-ci, les autres vont m'engueuler. Nous avons Alain David. Bon, eh bien, Alain David, qui chaque année pose des questions qui sont en fait des réflexions, et à la CNCDH, avec Galina, l'un de nos deux combattants qui, pied à pied, continue à lutter pour que tout ne soit pas englobé sous le thème de haine, de discrimination ou de racisme, par ce je ne sais quelle facilité ou renoncement coupable, et pied à pied se bat, et avec succès, pour que ce singularisme continue à exister. Il est très important de singulariser l'antisémitisme. Cette hydre a plusieurs têtes, on le sait, c'est la République, les institutions, la vie chère, la finance. Voilà, l'antisémitisme, il est partout, ils sont partout. Il y avait même un site internet, ils sont partout, qui a été fermé en 2021, je regardais ça ce matin, et qui listait la présence des Juifs dans les médias, les administrations, la politique. Alors, terminant cette réflexion et citant mon ami François Racheline dans cet excellent opuscule qui est le DDV, François nous explique de façon très claire combien le juif est en définitive un personnage conceptuel. Finalement, on peut être antisémite sans qu'il y ait des juifs. L'antisémitisme a simplement besoin d'un personnage conceptuel, et si vous lui enlevez ce personnage conceptuel, tout l'édifice de l'antisémite s'écroule, c'est-à-dire tout ce qui est du complot, du bouc émissaire,
du transfert d'une certaine névrose, je ne sais pas, j'en viens même à penser que c'est une pathologie, l'antisémitisme. C'est dire que l'antisémitisme va perdurer quand bien même il n'y aurait plus de juifs, ce qui fait encore une fois une particularité, une singularité de l'antisémitisme face aux autres formes de racisme, sans, encore une fois, et que ce soit clair, y mettre une quelconque hiérarchie. Qui? Vous voyez le fantasme? Qui? Vous vous souvenez? C'est cette assistante parlementaire, vous voyez la transition, ancienne assistante parlementaire du Rassemblement national qui, dans le cadre d'une manifestation, brandit une pancarte. Qui? Et avec des noms, dont je vous laisse imaginer la consonance pour utiliser une litote. Et d'ailleurs, cet exemple est assez révélateur, d'une part, de la définition de l'antisémitisme, mais d'autre part, du cheminement que je fais toujours, et je vous l'explique les ressorts. Ça commence, à mon sens, par la libération de la parole sur les réseaux sociaux, on va y revenir brièvement, qui, sous une certaine forme d'anonymat et une impunité judiciaire quasi certaine, se permet cette parole d'être de plus en plus ou violente, ou raciste, ou antisémite, et on se lâche. N'appelons pas ça la libération de la parole, hein, on se lâche. On a parfois conscience de commettre un délit en se disant on ne sera pas pris, ou alors on n'en a pas conscience, mais on se lâche. Anonymat, impunité. Et puis, mouvement des Gilets jaunes, dans le continuum, mouvement des Gilets jaunes, des manifestations. Et dans l'anonymat de la manifestation, rappelez-vous, on a des personnes que l'on commence un peu à identifier, mais qui, se sachant quasi impunis, parce que la réponse judiciaire, j'y viendrai, n'est pas à la hauteur, commencent à tenir des propos antisémites aux marges de ces manifestations. Ce sentiment d'impunité et de quasi-anonymat va exploser avec des pancartes qui, ou de façon, j'allais dire, libérée de toute éthique, de tout raisonnement juridique, de toute colonne vertébrale qui fonde les valeurs de la République, on va s'afficher ouvertement, sans crainte, et même revendiquer des propos foncièrement antisémites. Alors, s'il y a un S à extrémisme, c'est que nos travaux l'ont bien montré, il y a en effet, même s'ils ne se rejoignent pas tout le temps, ça c'est un raccourci de langage, deux extrémismes et deux antisémitismes, un antisémitisme, je suis d'accord, monsieur Pradier, un antisémitisme et deux extrémismes, et il ne faut surtout pas oublier l'extrémisme qui existe encore à la racine, dans l'entourage, dans la structuration de pensée du Rassemblement national. Bruno Gollnisch, ami de Dieudonné, toujours membre du Bureau national. Régulièrement, sur les réseaux sociaux, vous avez, et Samuel Lejoyeux de l'UEJF l'expliquait très bien hier, des groupuscules affiliés au Rassemblement national et des militants qui, certes, sont contrôlés par le Rassemblement national, ce qui fait que les tweets ou les messages sont rapidement supprimés. Mais ça existe toujours, ça couve toujours. Les enquêtes d'opinion explicitent de façon très claire que 36% des sympathisants, 31% des électeurs, sondage IFOP, Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès, montrent qu'au Rassemblement national, plus qu'ailleurs, on croit à l'existence d'un complot sioniste à l'échelle nationale. Et voyez-vous, j'ai eu un haut-le-cœur très clair lorsque Jordan Bardella a applaudi il y a 4 jours, je cite, « 50 ans de vie démocratique et républicaine ». Lorsque Marine Le Pen, dans les mêmes circonstances, a rendu hommage à tous les militants qui, depuis 50 ans, ont œuvré pour la cause nationale. Et le détail de l'histoire. Et le détail de l'histoire. Tous les militants qui ont œuvré pour la cause nationale. Alors, on contrôle l'expression sur les réseaux sociaux, on garde au sein du bureau ceux qui, et les amis, il y en a d'autres, ont historiquement constitué ce parti et qui y sont toujours,
Et on revendique l'entièreté d'un parti qui aujourd'hui se revendique gaulliste. Vous comprenez que même si Marine Le Pen n'a jamais été poursuivie ou condamnée, parce que responsabilité judiciaire, responsabilité politique, parce qu'elle n'a jamais, je ne vais pas dire dérapé, ou manqué à son contrôle, et elle a mis, je me fiche de savoir si elle est foncièrement ou pas antisémite ou raciste. Elle est chef d'un parti dont les racines sont pourries et qu'elle n'a pas éradiquées. Même si celle-ci n'a jamais été condamnée, ne nous leurrons pas sur la fachosphère, notamment, l'extrémisme de droite est encore et bien vivant antisémite. Je passe sur l'admiration pour Poutine, sur la confusion entre l'islam et l'islamisme, sur la fascination pour les populismes, sur la haine de l'Union européenne, et de sa Convention européenne des droits de l'homme, sur tout ce qui structure notre fondement républicain et démocratique. Mais voyez-vous, si il est un parti qui confond islam et islamisme, il en est un autre. Il en est un autre qui a toutes les peines du monde à nommer le fléau islamiste. Et vous voyez, n'en déplaise, le chapitre de cette partie de discours, je l'ai intitulé « La gauche à la dérive ». Je l'ai intitulé « La gauche à la dérive ». C'était difficile de nommer l'islamisme au moment de la tentative d'assassinat de Salman Rushdie. C'était difficile de désavouer Danielle Obono lorsqu'elle revendique une amitié avec Oura Boutelja, qui, sinistre personnage, a écrit un opuscule « Les Blancs, les Juifs et nous », jamais désavoué. C'était difficile de dénoncer politiquement, ouvertement, cette proximité avec Jeremy Corbyn. C'est encore Danielle Obono et Daniel Simonet. Mathilde Panot, ce n'est pas une faute politique, ou ce n'est pas une faute, une maladresse. Lorsqu'on est responsable politique, on ne commet pas de maladresse. On est ou négligent, et parce qu'on est responsable, on assume sa négligence, ou taiseux, et parce qu'on est responsable, on sait que se taire, c'est parfois être complice, ou on assume totalement son acte, et on le revendique, et on le qualifie. Mais la maladresse, ce n'est pas du langage politique. Et puis, il y a eu cette fameuse résolution de cet été ou du mois de mai, on en a longuement parlé, et je dois dire, tant Jérôme, que je connais, et je parlais d'une grande famille, les enfants égarés, on les retrouve et on les accueille à nouveau bras ouverts. Et Christian Piquet, l'un et l'autre, pour le coup, je dois le dire sans ambiguïté aucune, cette résolution a été fermement condamnée. C'est Taguieff qui dit cette chose. Je ne sais pas si c'est la première cause ou si ce n'est pas la première cause. Mais Taguieff, évoquant l'islamisme, et je voudrais vraiment être précis, écrit dans notre ouvrage « La principale source de la haine des Juifs est aujourd'hui l'islamisme dans toutes ses variantes ». Et là où je suis en profond désaccord avec ce que j'ai pu entendre de la part de notre fils égaré, c'est qu'il est des... comment vais-je l'expliquer ? Des valeurs qui structurent. Il est des valeurs qui sont telles que l'on est au-delà d'autres considérations qui doivent être secondaires. Il est des valeurs qui sont telles que l'on est d'un côté ou de l'autre. Et il est beau de dénoncer, mais jamais
c'est mon rôle. Je ne veux surtout pas être donneur de leçons. Je donne mon point de vue et je crois le point de vue de la LICRA. Les accords électoraux, même les calculs locaux, même les regroupements autour de certaines politiques que l'on croit bénéfiques à nos concitoyens, ne doivent jamais s'effacer. Ce qui structure une action collective, ce qui structure un parti politique, ce qui justifie l'engagement de tout instant, et parmi ces valeurs, il y a l'universalisme, la laïcité, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et je ne serai jamais, et nous ne serons jamais complaisants avec ceux qui, pour deux raisons qui leur appartiennent et que l'on peut entendre, sinon comprendre, mettent de côté ou dans un temps secondaire ce qui, à mon sens, est une primauté. Et voyez-vous, cette lutte contre l'islamisme, cette lutte contre l'antisémitisme qui est notre ADN, je suis très fier de la mener avec un partenaire, je vous le dis très simplement, et qui est Shems Eddine Hafiz. Je vous le dis très simplement parce que si celui-ci, avec le courage que l'on sait, a souhaité se rapprocher de la LICRA, si la Grande Mosquée de Paris a souhaité nouer un partenariat avec la LICRA, c'est pour plusieurs raisons, et écoutez-moi bien. C'est d'une part pour lutter contre le racisme anti-musulman. C'est d'autre part pour lutter contre l'antisémitisme dans le monde musulman. C'est dans la Convention. C'est enfin toute une réflexion avec une relecture intelligente du Coran et des textes de la place de la femme dans la religion musulmane. C'est le refus du terme d'islamophobie parce qu'il considère que l'on peut critiquer le dogme. Ce sont autant de valeurs, et j'en oublie peut-être, qui font que ce partenariat, qui vise à des actions concrètes dans les régions, est dans le droit fil de nos travaux de lutte contre l'antisémitisme. Je vous le dis, j'en suis extrêmement fier pour la LICRA et je voulais vous remercier tous parce que je sais que les présidents de section font ce travail avec les référents. Alors, après la gauche à la dérive, et je vais bientôt terminer, il est une phrase qui a illuminé mon week-end. C'est le débat d'hier. Vous savez, c'est Isabelle Cohen. Il y a quelquefois des... Et je remercie, je vois mon ami, Madame Seban-Becca, je te remercie d'être venu aussi, Samuel et les uns les autres, Monsieur Copec ce matin que j'ai vu. Mais Isabelle a dit une chose merveilleuse. Nous devons apporter un peu de lumière. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Ceux qui me connaissent savent que je suis un optimiste lucide. La LICRA est exigeante. Elle se refuse à être un simple club de pensée, de réflexion. Et là, elle se sent investie, et les présidents de commission qui se sont exprimés tout à l'heure, d'une obligation de résultat. C'est ce qui nous rend perpétuellement insatisfaits, mais avec cet optimisme lucide, perpétuellement plein d'espoir. Et pour faire un peu de lumière et pour que celle-ci chasse beaucoup d'obscurité, pour faire que lorsque l'on lutte contre l'antisémitisme, on doit être un combattant des Lumières, du pays des Lumières, pour apporter de la lumière, pour qu'on ait une vision claire. Et la lumière permet de voir loin sur la situation à laquelle on est confronté. Il est des exigences qu'il faut rappeler. Nous sommes une association qui n'est pas partisane, mais qui est, je le dis encore, politique. Oui, la parole publique doit être impeccable. Je ne comprends pas que l'on puisse accepter aujourd'hui et ne pas se soucier du devoir d'exemplarité que devrait avoir n'importe quelle personne, ou personnage, homme politique ou femme, lorsqu'il prend la parole dans l'espace public.
Toutes choses étant égales par ailleurs, on n'est peut-être pas dans l'antisémitisme, mais quand je lisais encore un tweet, un appel de Jean-Luc Mélenchon à manifester, appelant à la violence par un rappel historique que vous verrez ou que vous ne verrez pas, comme ça vous aurez gagné un temps précieux sur votre vie, mais l'appel à la violence dans la parole publique est aussi grave que l'absence de clarté. Et je ne comprends pas que l'on s'exonère ainsi du devoir d'exemplarité. Oui, la parole est impeccable. Robert Badinter disait, il y a longtemps, et le redit régulièrement, les mots sont des fusils chargés. Les mots sont des fusils chargés. Lorsqu'on sait que dans l'engrenage infernal, génocide rwandais, radio des mille collines, appel au meurtre de masse, le mot par la radio, le mot, les cancrelats, je ne sais plus, les cafards. Bon, le mot a engendré un massacre de masse. Le mot implique, le mot engage, comme le silence, comme la duplicité, comme les petits accommodements. Donc oui, la parole publique doit être absolument impeccable, et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans le cadre des élections législatives, rédigé avec mon ami Daouda, qui voulait prendre la parole, et puis comme je l'ai lui ai coupé, je lui ai promis que j'allais le citer, c'est fait, ce pacte de fraternité que nous avons adressé à tous les candidats, j'en ai parlé hier, et que je vous remettrai, mesdames et messieurs, le pacte de fraternité, 5 propositions pour une république fraternelle. Ce sont des engagements que nous soumettons pour signature à la représentation nationale et qui répondent finalement aux solutions que nous proposions ou que nous avons écoutées tout à l'heure proposées par nos amis. Renforcer l'arsenal juridique contre le racisme, l'antisémitisme, lutter contre la haine en ligne, accompagner la jeunesse vers plus de solidarité, encourager une politique digne d'accueil et d'intégration, donner du sens à la citoyenneté par l'éducation, la laïcité. Et il va y avoir un groupe parlementaire, je l'ai dit, qui va s'appeler le groupe Jean-Pierre Bloch, et nous travaillerons avec ces parlementaires pour les aider à tenir un discours le plus clair possible. Cet esprit de responsabilité, il est dans l'ADN de la LICRA. Et vous écoutant, Édouard est parti, mais je crois qu'il a bien répondu à ce jeune militant sur l'importance, et il m'a éclairé, sur l'importance de la rénovation urbaine, en tout cas de déghettoisation, même si le terme n'est pas beau. Désenclavement. Ceux qui connaissent l'histoire de la LICRA se rappellent les propos de Bernard Lecache à la Société des Nations en 1938, et je les rappelle à chaque fois. Ils sont d'une modernité incroyable. Il appelle les pays membres de cette Société des Nations à accueillir ce qu'à l'époque on appelait les fugitifs, mais il pose une obligation. Et il demande à chacun des pays membres de la Société des Nations, ou plutôt à chacun des pays européens, il leur demande de les accueillir et de les répartir équitablement sur les territoires pour que le sentiment de ressentiment, de haine ou de rejet ne s'installe pas dans la population. On est dans le cœur du sujet. Si l'on cherche aussi, et il est de notre obligation de chercher et de trouver des solutions pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme, la politique, dans ce qu'elle a de plus noble d'organisation de la vie des individus, a un rôle premier. Alors bien sûr, il faut être vigilant et veiller toujours sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'éducation, bien sûr, la formation, bien sûr, les aspects juridiques sont importants. Mais si nous faisons, et nous avons fait l'année dernière 75 interventions dans les écoles de police et de gendarmerie, c'est qu'il y avait urgence à former ceux qui accueillent les plaintes. Parce que, Sophie a raison, Élyséon, il faut aller déposer plainte. Il faut aller déposer plainte. Je suis d'accord. Mais je ne parle pas de chaîne pénale, je vais parler de... On dépose plainte. Comment est accueillie la plainte? En combien de temps est traitée la plainte? Quelle est la place des associations? Comment cette plainte va-t-elle être traitée par les tribunaux?
Pétain a sauvé des juifs français. Il a été relaxé. Il a été relaxé dernièrement. Le tribunal a considéré qu'alors que la question lui était posée dans un débat qui ne traitait pas de ce sujet, il avait pu se sentir, il avait pu être surpris, être désemparé, et qu'ainsi, usant de sa liberté d'expression, il n'avait pas outrepassé les limites. Il a été relaxé. Soral, pas une minute de prison. Dieudonné, condamné à de la prison, le parquet refuse d'exécuter la peine. Alors vous comprenez que c'est un long continuum de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, et aujourd'hui nous évoquons la lutte contre l'antisémitisme. Il faut une parole publique impeccable. Il faut que la prise de parole de la victime soit bien évidemment faite avec compétence, empathie, patience. Il faut que le traitement judiciaire soit fait dans des temps décents. Il faut que les magistrats soient mieux formés et qu'ils comprennent qu'il y a une acception de la liberté d'expression qui doit être grande, pleine, entière, mais qu'il ait des limites à ne pas franchir. Ça passe ou par un courant politique qui se diffuse parmi le corps magistral, je ne sais pas, ou par ignorance. Mais la relaxe de Éric Zemmour sur ces faits-là est totalement scandaleuse. Le mot tue. Le mot tue. Alors je vais terminer en esquissant 2-3 pistes. Vous savez, lorsqu'on fait de la politique, on prend un marteau et c'est toujours sur le même clou qu'on tape. Alors ce que je vais vous dire maintenant, vous l'avez peut-être certains déjà entendu, mais tant que ce n'est pas passé dans la loi, vous l'entendrez. Il faut sortir les délits racistes de la loi de 1881 qui protège la liberté de la presse et qui protège les journalistes. Quel est le rapport entre un délinquant raciste et, pardon Myriam, mais Myriam Ankawa qui par maladresse aurait été coupable, entre guillemets, de tenir un propos que certains croiraient diffamatoire, vous vous retrouveriez, Myriam Ankawa, dans la même situation qu'un délinquant raciste, ou plutôt un délinquant raciste dans la même situation qu'une journaliste bénéficiant des règles très strictes qui protègent la liberté de la presse, des règles très strictes qui protègent le secret des sources, des règles très strictes qui protègent le journaliste, et c'est normal, mais qui ne doit pas protéger un délinquant raciste et antisémite. Et on se sert maintenant de cette loi pour dire qu'elle ne permet pas l'emprisonnement, si j'ai bien compris les termes du parquet. Il y a donc urgence à faire du délinquant raciste un délinquant ordinaire et non pas un délinquant d'exception, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, avec les mêmes garanties des droits de la défense, bien sûr. Mais je ne vois pas pourquoi on se paierait le luxe de réserver 4 heures d'audience à Alain Soral, qui vient citer comme témoin Dieudonné, parce qu'il y a une dispute sur la paternité de la quenelle, alors qu'Alain Soral est renvoyé devant le tribunal pour avoir fait ce geste immonde au mémorial de la Shoah à Berlin. Et il fait citer Dieudonné Mbala comme témoin, on ne peut pas s'y opposer, et nous avons 4 heures de débat. Et je me souviens, j'étais là comme avocat de la LICRA, il y avait une survivante des camps qui avait été citée par les parties civiles, pour laquelle, partie civile, cet acte était absolument ignominieux, et nous avions un débat à la barre entre deux, je ne sais même pas comment les qualifier, qui se disputaient sur la paternité de la quenelle. Mais dans quelle société vivons-nous si on offre un spectacle odieux, une scène politique inutile et mortifère à des délinquants racistes qui doivent devenir enfin des délinquants ordinaires? Arrêtons de considérer que le mot ce n'est rien,
que la 17e ou les chambres correctionnelles sur la presse, c'est merveilleux. C'est fait pour protéger les journalistes, c'est fait pour la liberté de la presse. Ce ne doit pas être réservé aux délinquants racistes. Et puis l'autre proposition. Je ne sais qui a parlé tout à l'heure lors du débat du racisme, de l'atmosphère, l'antisémitisme d'atmosphère. Eh bien, peut-être que c'est Myriam ou Jérôme. C'est Myriam. Eh bien, peut-être que je vais vous étonner, mais il existe un harcèlement moral d'ambiance. Dans l'entreprise, c'est jurisprudentiel, ce n'est pas encore dans la loi, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'en discuter maintenant. Dans l'entreprise, lorsque vous êtes un salarié juif, par exemple, et que dans la salle de réunion dans laquelle vous êtes réunis avec 8, 10 ou 12 collègues, vous travaillez pendant 2, 4, 6 heures, et que sans jamais vous viser, les collègues, ah, il y en a marre des juifs, ah, ils sont partout. Tu as vu, encore un juif. Sans jamais vous viser nommément. Eh bien, c'est considéré comme du harcèlement moral. La jurisprudence reconnaît que cet homme ou cette femme juive peut se sentir victime d'un harcèlement moral d'ambiance, on va l'appeler, alors qu'il n'est quand même pas visé. Et si on s'emparait, puisqu'on veut construire une société où la parole publique, où la parole en public soit peut-être de nouveau un peu plus respectueuse, si on s'emparait de cet exemple jurisprudentiel pour réfléchir, vous, parlementaires du groupe Jean-Pierre Bloch, nous, association LICRA, qui au-delà du club de pensée aimons voir retranscrit dans la loi ce qui nous habite matin, midi et soir, si l'on s'emparait de cette définition, de ce racisme d'ambiance, pour élaborer une proposition de loi qui soit belle, digne et qui pourrait être à l'honneur des parlementaires. Voilà une idée que je voulais vous soumettre, chère Astrid, cher Aurélien Pradier, et j'espère que cette idée va fructifier. Tu es donc revenu à nous? Non, j'ai oublié, Jérôme. Mais on oublie toujours ce qui est essentiel. Tu nous l'as montré tout à l'heure, je te le montre aussi. Voilà, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, nous sommes tous juifs. Mais ce sont quand même les juifs qui meurent. Et il faut être courageux pour être juif, aujourd'hui, en France. Et si nous partageons universalistes ce combat, parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'un juif est attaqué, c'est toute la République qui souffre, je serai toujours conscient du courage qu'il faut pour être juif aujourd'hui. Je vous appelle, les uns les autres, militants, combattants des Lumières, je vous appelle à aller sur les plateaux auprès de vos collectivités territoriales, les collectivités locales, travailler avec les autres associations. Je vous appelle à être cette lumière, à être les combattants de la lumière, le combattant des lumières pour chasser l'obscurité. Je vous appelle à être ces citoyens, et vous l'êtes, loin d'être spectateurs, à être des acteurs intransigeants avec ceux qui sont dupes, duplices, silencieux. Je vous appelle à interpeller ceux qui ne nous montrent pas de quel côté ils sont, non pas pour donner une leçon de morale, mais il faut savoir où est le mal pour le combattre. Je vous appelle à être emplis, comme vous l'êtes, de cette fierté,
Parce qu'il y a des mots qui ne doivent pas être galvaudés. Et il y en a deux que je ne veux pas voir galvaudés et par lesquels on termine bon nombre de discours. Ces mots, il faut être digne de les prononcer. Il faut être empli de valeurs et d'éthique. Il faut être intransigeant avec l'essentiel. Ces mots, c'est ce qui constitue la fierté du citoyen. Et je sais ici, parce que vous êtes mes amis, parce que nous sommes une famille, je sais ici que nous sommes fiers du combat que nous menons. Et c'est parce que nous sommes fiers de cette belle fierté que nous pouvons dire « Vive la République et vive la France !»